Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est le grand invité de l'économie, RFI, en partenariat avec Jeune Afrique. Bonjour Aurélie Mbida. Bonjour Bruno Faure, bonjour à tous. Ensemble, cette fois encore, nous recevons une personnalité qui compte sur l'échiquier économique du continent, une personnalité présente naturellement lors de l'Africa CEO Forum qui se tiendra cette année à Kigali, au Rwanda. Toutes les personnalités, les décideurs économiques et politiques du continent seront là. Tout le monde connaît le groupe qu'il dirige, Canal+ Afrique, qui produit et qui diffuse toutes sortes de contenus audiovisuels, des films, des séries, des compétitions sportives, bien sûr, et d'autres choses encore. Bonjour David Mignot. Bonjour Bruno, bonjour Aurélie. Merci d'avoir accepté cette invitation au cœur d'une année très importante pour ce qui est devenu un empire audiovisuel. On va y revenir. D'abord, avec Aurélie, quelques éléments sur le parcours personnel de David Mignot. Alors en Afrique, peu de dirigeants incarnent aussi directement la stratégie d'un groupe que vous, David Mignot, à la tête de Canal+ Afrique, membre du directoire de Canal+, et désormais au cœur de l'intégration de MultiChoice. Vous pilotez l'un des ensembles audiovisuels les plus puissants du continent. Votre parcours est celui d'un homme de terrain, façonné par plus de 30 ans dans la télévision payante. Dans les années 1990, vous êtes à La Réunion, à la tête de Parabole, et vous travaillez déjà avec MultiChoice. À l'époque, vous négociez chaque année vos contrats face à Imtiaz Patel. Vous êtes alors du côté des partenaires. Aujourd'hui, la situation est inversée. Canal+ a pris le contrôle de MultiChoice et c'est vous qui êtes aux commandes de ce nouvel ensemble, fort de plusieurs dizaines de millions d'abonnés à travers le monde. Une trajectoire qui illustre à la fois votre progression au sein du groupe et la montée en puissance de Canal+ en Afrique. Si on revient juste un instant sur cette époque, sur l'île de la Réunion, c'était la montée en puissance de la télévision par satellite. Quel souvenir vous en avez ? Oui, c'était un projet pionnier. On a lancé cette société de zéro avec quelques associés, notamment locaux. Et puis, on est une directrice marketing qui est devenue mon épouse. C'était vraiment une start-up. C'était la grande époque des start-up. Vous avez irrigué toute cette zone de l'océan Indien. On avait un satellite qui couvrait les îles de l'océan Indien, donc Madagascar, Mayotte, les Comores, les Seychelles, Maurice et la Réunion. Voilà. Donc les îles. Donc les îles. Donc il a fallu créer des confettis. Pas le continent. Non, on était vraiment sur les îles de l'océan Indien. Donc c'était un petit opérateur, mais passionnant. C'était une aventure entrepreneuriale passionnante. Parabole Réunion, dont l'aventure vient de se terminer d'ailleurs. C'était à la fin de l'année 2025. 26 ans d'existence. Ça a dû vous faire quelque chose, oui, sûrement. D'autant que c'est un regret parce que cette société aurait dû fusionner avec son concurrent, le groupe Canal, d'ailleurs, à l'époque. Et puis pour des raisons d'actionnaires, ça ne s'est pas fait. Mais je pense que stratégiquement, ça aurait dû se faire. Je pense que ça illustre le fait qu'on est désormais dans un jeu économique, audiovisuel, où la taille compte. Justement, Aurélie. Au fil des années, vous vous êtes imposé comme un commercial redoutablement efficace, avec une obsession, faire croître le nombre d'abonnés, pays par pays, marché par marché. Une stratégie très offensive, fondée sur une connaissance fine du terrain. Vous avez en effet parcouru la quasi-totalité du continent, développé des réseaux locaux et affiné une lecture très concrète des usages. Les 54 pays, vous les avez visités ? J'en ai, je quasiment crois, tous. 41 ou 42. Et il y en a 6 qui vont compléter la liste d'ici la fin de l'année. D'accord. Donc, je dois finir le tour du périmètre MultiChoice d'ici la fin de l'année. Donc oui, il restera pas beaucoup de pays. Et pour ne vexer personne, on ne dira pas lesquels vous manquent. Mais cette montée en puissance soulève aussi des interrogations sur la place prise par Canal+ dans les écosystèmes culturels africains, sur le risque d'uniformisation des contenus, sur la capacité d'un acteur devenu dominant à rester en phase avec les marchés locaux. Des critiques que vous semblez entendre, mais qui ne remettent pas en cause une stratégie assumée, atteindre à terme un foyer africain sur 2. Et puis, il y a le personnage, le profil personnel, amateur d'escalade, grand consommateur de piment, voyageur infatigable, avec un compteur de miles à la hauteur de votre terrain d'action. Et puis, désormais, avec l'Afrique du Sud, un nouveau centre de gravité stratégique pour Canal+, mais aussi personnel dans un pays où le rugby, passion familiale, si j'ai bien compris, n'est jamais très loin. L'escalade plutôt que le rugby, en tant que pratiquant ? Plutôt escalade, oui.
Le rugby, c'est une autre affaire. David Mignot, le directeur général de Canal+ Afrique, est le grand invité de l'économie, RFI, Jeune Afrique, émission à découvrir en vidéo sur notre chaîne YouTube, sur le site rfi.fr et en toutes lettres sur jeuneafrique.com. La grosse actualité pour vous cette année, pour Canal+ Afrique, ce sera le 3 juin, l'entrée en bourse de Canal+ à Johannesburg. C'est une première pour une entreprise française. Pourquoi est-ce que cette cotation sur le sol sud-africain est si importante ? Alors, le groupe Canal+ s'est introduit à la bourse de Londres il y a bientôt 3 ans. Donc on va opérer ce qu'on appelle un dual listing, double cotation sur la bourse de Johannesburg. On est très fiers en fait de faire ce mouvement. Aujourd'hui, l'Afrique pèse très lourd à l'intérieur du groupe Canal, qui a grossi considérablement ces 15 dernières années. Et donc, c'était très important pour nous d'ouvrir le capital à des actionnaires, un large portefeuille d'actionnaires sud-africains et africains. Voilà, c'est très important pour nous. D'un point de vue chiffré, quel est l'objectif ? Il n'y a pas d'objectif. Vous savez, c'est une place ouverte. C'est-à-dire qu'instantanément, la totalité du capital de Canal, hormis, pour ceux qui souhaiteraient vendre leur titre, sera disponible sur la bourse de Johannesburg. C'est vraiment une fluidité totale entre les deux plateformes. Moi, j'espère que ce sera très significatif. C'était un symbole, c'était symbolique ou c'était une obligation d'être coté sur la bourse de Johannesburg ? C'est les deux, je dirais les trois. C'est d'abord une obligation, puisque quand on a négocié effectivement le rapprochement entre MultiChoice et Groupe Canal+ auprès des autorités notamment sud-africaines. On a pris un certain nombre d'engagements qui sont des engagements d'ancrage finalement dans l'écosystème audiovisuel sud-africain et ça fait partie des engagements. Mais c'est un engagement qu'on est ravis d'avoir pris. Je pense même que c'est nous qui l'avons proposé en fait parce qu'encore une fois c'était très, très important. Il faut savoir que la société MultiChoice était cotée à la bourse de Johannesburg et donc partant du fait qu'on a dû lancer une OPA pour acheter la société, il y avait cette possibilité que finalement la société sorte de la bourse et c'était important à la fois pour nous, pour les autorités sud-africaines, que le groupe reste coté sur la bourse de Johannesburg, sauf que c'est pas MultiChoice qui va être coté sur la bourse de Johannesburg, c'est directement le groupe Canal. Donc c'est même pas Canal+ Afrique, c'est vraiment groupe Canal+ qui est coté à la bourse de Johannesburg. Pour les autorités et aussi pour les Sud-Africains eux-mêmes dans leur ensemble, les Africains, Canal+ coté sur le territoire africain, c'est quand même symbolique. Je pense, je l'ai dit tout à l'heure, c'est très important pour nous parce qu'on ouvre notre capital à des investisseurs africains, donc c'est toujours bon pour une société qui est cotée en bourse. Et par ailleurs, sur le plan du symbole, de l'ancrage, c'est très important comme acteur économique continental. Je dis souvent, on est vraiment, aujourd'hui, le groupe est présent sur la totalité des pays d'Afrique subsaharienne. On n'est pas en Afrique du Nord, on n'est plus en Afrique du Nord, mais on est présent sur la totalité des pays d'Afrique subsaharienne et de l'océan Indien. À ma connaissance, très peu d'acteurs peuvent en dire autant. Et on est très fiers, donc c'est très logique qu'on ait cette cotation sur une plateforme la plus importante du continent. David Mignot, on va revenir un peu plus en détail sur ce rachat de MultiChoice, ce que ça change pour vos clients africains. On va voir d'abord un court extrait d'une de vos vidéos. C'était au moment du lancement de l'opération. Hello everyone, welcome. I have fantastic news to share with you. Something tremendously exciting. Canal+ and MultiChoice are coming together, opening a fantastic new horizon. Now let's see why it's absolutely amazing. By joining forces with MultiChoice, Canal+ enters a new exciting phase of international development, creating Mission impossible, ça fait partie des films qui sont diffusés sur Canal+ MultiChoice. Ce rachat, cette fusion, ça n'était donc pas mission impossible. Non, c'était pas mission Malgré les impossible. difficultés, c'était pas évident non plus. Alors, ça a été une opération qui était assez longue, puisqu'on a commencé à acquérir des titres de la société MultiChoice, je crois, pendant le Covid, donc en 2020. Et puis, petit à petit, il a fallu, après, convaincre du projet industriel. En fait, ce qui est le plus important, c'est le projet économique et le projet industriel. Pour faire très simple pour vos auditeurs, MultiChoice, c'est l'équivalent de Canal+, mais sur la zone Afrique anglophone et lusophone. Donc, il y a une complémentarité parfaite de la présence géographique entre les deux groupes. Et les deux groupes sont lancés à peu près au même moment sur le continent africain, tout début des années 90. Donc c'est vraiment deux sociétés qui se connaissent depuis très longtemps. Maintenant, ce qui est en train de se passer, on est dans une industrie qui se globalise.
on voit arriver l'émergence de super plateformes mondiales, essentiellement américaines aujourd'hui, et on est arrivé à la conclusion qu'il fallait absolument, qu'il y avait un effet d'échelle qui était devenu indispensable. Donc il fallait combiner ces deux groupes pour être à l'échelle suffisante pour résister dans cette nouvelle situation de concurrence, en fait. Ouais, justement, parlant d'échelle, Canal+ contrôle un groupe qui va changer cette échelle avec plus de 40 millions d'abonnés dans près de 70 pays. Vous diriez que vous devenez surtout plus gros ou que vous changez de modèle, ou que vous allez changer de modèle? Quand on dit on est plus gros, en fait, si on se compare à Netflix, on est petit, hein. Netflix, c'est plus de 300 millions d'abonnés dans le monde. Les Amazon, les Disney, les HBO sont entre 100 et 200 millions d'abonnés. Je pense qu'Amazon est à maintenant plus de 200 millions d'abonnés sur des super plateformes. Donc, en réalité, le groupe Canal, dans cette compétition maintenant mondiale, grâce au réseau télécom, qui vraiment permettent l'accès à l'ensemble des consommateurs d'une manière de plus en plus globale, finalement, le groupe Canal est important. C'est le premier acteur européen audiovisuel aujourd'hui, mais à l'échelle de la compétition mondiale, on est encore un opérateur d'une taille relativement moyenne et modeste, hein. Qu'est-ce que vous apportez à MultiChoice du côté de Canal+? Est-ce que ce sont vos méthodes commerciales? Est-ce que c'est votre culture de la production locale? On va y revenir d'ailleurs. Voilà. Est-ce que vous voulez aider aussi MultiChoice à se redresser financièrement? Voilà, il y a des aspects financiers évidents. Il y a plusieurs aspects dans votre question. Alors, il y a une situation de redressement, mais qui est très récente, parce que quand on regarde l'histoire de MultiChoice, de sa création jusqu'à 2022, c'est une histoire de croissance, et qui a été inspirante pour le groupe Canal. Vous l'avez rappelé en introduction, quand je vivais dans l'océan Indien, j'étais l'agent de MultiChoice, j'étais le franchisé, on va dire. Donc c'est une société pour laquelle, que je connais depuis très longtemps, pour laquelle j'ai un immense respect. Ça a longtemps c'était une des premières plateformes de télévision par satellite au monde. Donc le retournement, il est relativement récent. Ce qu'on a apporté, et ce qu'on s'apporte mutuellement, c'est l'effet d'échelle, sur deux aspects. Le premier aspect, c'est sur les contenus. Dans cette course, il faut investir de plus en plus dans les contenus, notamment dans des contenus locaux. Et on y reviendra, mais quand même, on est très très fort sur les contenus, notamment sur le continent africain. Et deuxièmement, sur la technologie, ce qui est moins intuitif. Aujourd'hui, ça devient naturel. Vous commencez une émission sur votre télévision connectée, vous la continuez sur votre tablette en déplacement. Enfin, vous trouvez ça tout à fait normal. Derrière, les moteurs technologiques nécessaires pour fournir ces produits audiovisuels selon les standards maintenant qui sont les standards attendus par les consommateurs, nécessitent des montants d'investissement et des savoir-faire de plateforme absolument considérables. Et aujourd'hui, ce qu'apporte Canal et l'effet d'échelle de Canal, c'est tout ce background, tout ce savoir-faire technologique qui a été mis et qui est maintenant à la disposition du groupe combiné. Et sur quoi vous allez travailler en priorité sur l'intégration? Est-ce que c'est au niveau des abonnés, des coûts, de la relance de Showmax ou bien la relance du sport, peut-être travailler sur les circuits de distribution? Il y a quoi dans vos priorités? J'ai envie de dire, il y a un petit peu tout ça. C'est une grande machine, hein. Il y a plus de 10 000 collaborateurs sur une quarantaine de pays sur le continent. C'est une équipe de management unifiée. Donc, c'est pas Canal qui vient prendre les manettes d'un groupe, hein. On a constitué dès le premier jour, dès le closing, on a constitué une équipe de management unique pour l'ensemble du continent africain. C'est une vingtaine de personnes qui sont à égalité des gens qui viennent, des dirigeants qui viennent du monde de MultiChoice et du monde de Canal. D'ailleurs, ça s'est fait assez naturellement comme ça. Et puis après, on diffuse cette organisation. Donc, effectivement, par rapport à votre question, la première priorité sur le périmètre MultiChoice, on l'a appelé en anglais « back to growth », puisqu'effectivement, depuis 2022, MultiChoice perd des abonnés. Perd des abonnés chaque année. La société était cotée en bourse, donc on était au courant de cette situation. Et on peut pas... Nous, on croit à l'Afrique comme Afrique, terre de croissance. Notre thèse sur l'Afrique, c'est Africa, land of growth. C'est Afrique, terre de croissance. Donc, il est évident, la première priorité, c'est de revenir, c'est de comprendre pourquoi cet opérateur a gagné des abonnés jusqu'en 2022 et on perd depuis 2022, et comment, le plus vite possible, on revient sur une trajectoire de croissance. Et là, effectivement, c'est en partageant tout le savoir-faire des deux équipes combinées qu'on va rapidement retourner à une trajectoire de croissance. Justement, le thème de l'Africa CEO Forum cette année, c'est « Scale or Fail ». Passer à l'échelle ou alors échouer. Est-ce que vous diriez que dans votre métier, un acteur de la télévision payante, s'il n'est pas panafricain, comme vous êtes en train de le devenir, peut devenir marginal? En tout cas, vu la puissance des autres.
Je crois même qu'il faut qu'il soit maintenant de taille mondiale. L'ambition qui a été fixée par notre président, par Maxime Saada, l'ambition pour le groupe Canal, c'est d'atteindre assez rapidement entre 70 et 100 millions d'abonnés. Et encore une fois, parce que le thème effectivement du forum nous a parlé, parce que je pense qu'on est exactement en Europe et en Afrique. Exactement, on est dans Fair Scale, parce que l'Afrique en tant qu'écosystème audiovisuel est importante, mais encore une fois, pour assumer notamment les investissements en termes de technologie, vous savez, il y a 6000 ingénieurs et techniciens à l'intérieur du groupe Canal aujourd'hui. Les investissements en technologie se chiffrent au-delà du milliard d'euros. Donc aujourd'hui, si on veut résister dans cette course face à des super plateformes essentiellement américaines, il faut investir dans les plateformes technologiques. Et pour ça, il faut avoir un effet d'échelle important. Ce que le groupe Canal, entre ses participations, ses positions en Europe et en Afrique et un peu en Asie, a aujourd'hui. Je voudrais juste faire un petit pas de côté sur cette acquisition. Il y a un fait majeur qui concerne MultiChoice du fait de sa nationalité sud-africaine. C'est que vous avez dû être confronté à cette fameuse réglementation dite BEE de discrimination positive. Comment vous avez comment vous avez géré cette réglementation, cette contrainte? Est-ce que vous avez réussi à le transformer en atout business? Comment vous avez fait? Vous pouvez raconter. Pour être précis, la contrainte, c'est qu'un opérateur qui dispose d'une licence de broadcaster, donc de diffuseur audiovisuel en Afrique du Sud, ne peut pas avoir plus de 20% de ses droits de vote contrôlés par une société non sud-africaine. Et donc, on a fait ce qu'on appelle un carve-out, c'est-à-dire que lorsqu'on a racheté l'opérateur MultiChoice, cette activité qui a la licence et qui donc possède le parc des abonnés, gère les bouquets pour l'Afrique du Sud, gère la distribution en Afrique du Sud. Elle est dans une société, appelons-la License Co, dans laquelle nous avons effectivement 20% des droits de vote, 49% des droits économiques. Tout le reste du capital, donc 51% économique et 80% des droits de vote, est contrôlé par des sociétés sud-africaines représentant effectivement des minorités historiquement disabled d'Afrique du Sud. Et donc on a construit ça intelligemment avec les autorités, les régulateurs en fait d'Afrique du Sud. C'est inédit en fait, on n'a pas vraiment vu des montages ainsi. Vous êtes inspiré de quoi? Oui, alors vous savez, dans un certain nombre d'autres pays d'Afrique, on a aussi des filiales dans lesquelles on n'est pas majoritaire au capital. On a par exemple, je crois 30% en Tanzanie. On a 49% en Tanzanie. Je crois qu'on a 30% en Angola. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on n'était pas majoritaire à l'île Maurice, mon deuxième pays. On avait parce que la loi nous empêchait de le faire. Donc, et les régulations sont d'ailleurs en train probablement d'évoluer. Mais je veux dire, c'est je crois que c'est une des caractéristiques du groupe. Comme vous l'avez dit, on est dans plus de 70 pays et donc on s'adapte à plus de 70 contextes de régulation. Et on est habitué puisque on va dire que le contexte de régulation, notre premier marché, primo marché historique, la France, n'est pas le plus simple. Donc voilà. Donc on a combiné et on y arrive très bien. L'Afrique du Sud, d'ailleurs dans l'actualité, on voit bien les tensions qui existent aujourd'hui, les tensions entre communautés. En Afrique, David Mignot, vous êtes donc confronté à des géants mondiaux comme Netflix, comme Amazon, comme StarTimes, mais aussi à des opérateurs télécoms. Vous diriez que votre principal concurrent, c'est qui? Vous allez me dire tous à la fois. Non, parce que notre principal concurrent aujourd'hui, et d'ailleurs à tous ces gens-là combinés, notre principal concurrent aujourd'hui, c'est le piratage. Alors, le piratage, c'est l'autre face de notre métier. Depuis le début de la télévision payante, il y a des formes de piratage, donc on est très habitué à les gérer les unes après les autres. Les nouvelles formes de piratage qui arrivent par les réseaux à haute broadband, en fait, Internet, sont assez redoutables. Donc la mauvaise nouvelle, c'est que cette forme de piratage est un cancer pour notre industrie. Elle peut le tuer. Je pèse mes mots, elle peut juste tuer. On va parler contenu, on va parler ambition des contenus africains. Tout ceci ne peut pas exister dans un environnement où il n'y a pas de respect de la propriété intellectuelle. Je crois que vous êtes bien placé pour le savoir. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions pour contrer ces formes de piratage, mais qui nécessitent du temps de déploiement et à convaincre les uns et les autres, les stakeholders, pour être mis en place. Mais donc notre premier concurrent, c'est le piratage. Mais ces géants-là, donc, sont pas vraiment des concurrents. Vous pouvez cohabiter avec eux et continuer de croître. Nous, notre stratégie, on l'a très bien fait sur un certain nombre de géographies, à commencer par la France, la Pologne, les départements d'outre-mer, où aujourd'hui on est à la fois en compétition avec ces géants, mais on est surtout leur premier partenaire. Si vous prenez Netflix sur le marché français,
le premier partenaire de distribution de Netflix en France, c'est le groupe Canal. On est partenaire également avec HBO, avec Warner, avec Apple, dans lequel on a tous ces contenus sont disponibles à l'intérieur en fait des plateformes Canal en France, en Pologne, dans les départements d'outre-mer. On a fait un deal avec Netflix en Afrique francophone qu'on va probablement pouvoir étendre sur la totalité du continent. Donc l'objectif, c'est d'être suffisamment important pour pas être dépassé, en fait. Et pour que les consommateurs s'abonnent aux deux, Exactement. à la fois à Netflix et à Canal. Et donc nous, Même on si veut ça se leur mettre dans coûte un une peu plus position où on est agrégateur, on est un super agrégateur, c'est-à-dire que nos consommateurs, ils vont venir chez nous parce qu'ils auront le meilleur du contenu local, du contenu africain notamment, et là-dessus, on est très loin devant n'importe quelle plateforme aujourd'hui américaine, mais très très loin. On produit plus de 10 000 heures par an de contenu en plus d'une trentaine de langues sur le continent africain. Et on veut agréger ce contenu local avec du contenu international, notamment venant des plateformes. Alors, vous parliez des télécoms qui sont les distributeurs de vos contenus, des partenaires, parfois aussi des concurrents. Ils montent quand même globalement énormément en puissance avec le contrôle de la data, de la distribution, du paiement. Est-ce que ce sont eux les nouveaux maîtres du jeu ou les maîtres du jeu de demain ? C'est une question intéressante. Ça fait 30 années que je suis dans cette industrie. J'ai un background télécom. J'ai été directeur général d'un opérateur télécom pendant 4 ans. Et donc, les opérateurs télécoms ont toujours eu envie de dépasser leur position sur le réseau pour aller vers les services et puis plus loin sur les services à valeur ajoutée. Finalement, sur les 3 dernières décades, le jeu s'est équilibré. C'est rarement le vrai métier d'un opérateur télécom que de produire en fait des contenus. En tout cas, avec l'intensité avec laquelle on le fait. Il n'y a pas tellement d'exemples dans le monde où un opérateur télécom ait réussi en même temps à être un grand opérateur audiovisuel. Je ne dis pas qu'ils peuvent pas le devenir, on va rester très humble, mais il y a quand même un certain nombre d'opérateurs qui ont eu des destins difficiles. C'est vraiment un autre métier, en fait. Et nous, notre métier, c'est de divertir les gens. Donc, on est ravis de le faire via des transports. En même temps, c'est eux qui contrôlent la data, le paiement, justement de vos services. Vous êtes quand même liés à eux. Oui, mais ils sont en compétition les uns avec les autres. C'est-à-dire que vous parlez des paiements. À l'intérieur du groupe MultiChoice, on est actionnaire important d'une société d'agrégation de paiement qui s'appelle Moment, qui agrège, je crois, plus d'une centaine de modalités de paiement. Donc, si demain, vous voulez lancer un service en Afrique et le faire payer par toutes les solutions de mobile money, mobile banking, etc., vous faites affaire à cet opérateur. C'est pas le seul, mais vous faites affaire à cet opérateur. Il va vous ouvrir une centaine de réseaux télécoms. Et les opérateurs télécoms sont concurrents les uns avec les autres. On l'a vu au Sénégal, notamment avec Wari, etc. Donc c'est pas ça. Ce point-là n'est vraiment pas un point de risque aujourd'hui pour nous. David Mignot, le patron de Canal+ Afrique, est le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Canal+ qui investit, on l'a dit, de plus en plus dans les contenus spécifiquement africains. On va regarder un extrait qui nous vient de Côte d'Ivoire, Secret Bagayoko. Monsieur Bagayoko nous a quittés. Quand un millionnaire disparaît, un problème apparaît. Je suis assis sur de l'or. Son héritage. Il n'y a pas que l'argent qui compte dans la vie. Tu as raison. C'est aussi le pognon. L'argent là, c'est combien? Une grosse fortune. Et c'est une malédiction. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il peut causer le malheur. On devrait faire venir un marabout. Vous avez un diplôme? Diplôme de quoi? Ça doit bien exister, un diplôme de maraboutage. Le problème, c'est les Bagayoko eux-mêmes. Le secret des Bagayoko, votre nouvelle série Canal+ création originale inédite, c'est tous les jeudis à 20h30 GMT sur Canal+ Magic. L'argent ne fait pas tout dans la vie, c'est vrai, ça peut y contribuer quand même. David Mignot, en quelques mots, cette série. Alors, je ne l'ai pas vu, d'abord, je vais être très honnête avec vous. Vous savez, on produit 10 000 heures de contenu, donc du coup, je vais aller la regarder. J'en ai vu évidemment plein d'autres. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a lancé cette stratégie de production de chaînes et ensuite de contenu en Afrique depuis maintenant une douzaine d'années. C'est-à-dire qu'en 2012, sur Canal+, les contenus africains, c'était quelques émissions sur la chaîne Canal+, la plupart d'ailleurs produites à Paris, entre l'Afrique et Paris. Et quand on voit le chemin parcouru à aujourd'hui, encore une fois, on est à 10 000 heures de fiction et de films produits chaque année dans plus de, je pense, une trentaine de langues
sur l'ensemble du continent. Je pense que c'est un des premiers pôles de production en volume au monde, et on est en train de le faire monter en puissance en qualité et en valeur pour atteindre un point où les histoires africaines, qu'on raconte aujourd'hui essentiellement aux Africains, vont pouvoir être racontées au monde entier, en fait. Ça, c'est notre prochaine frontière, pardon. Et vous arrivez à en faire une activité rentable, parce que produire local, ça peut coûter cher dans des marchés qui sont fragmentés, parce qu'on parle d'un continent, hein, l'Afrique, c'est 54 pays. Comment vous faites pour... est-ce que c'est rentable ? Alors, d'abord, il y a toute la gamme. Hein. Quand on produit, par exemple, on a une chaîne qui s'appelle Novegas à Madagascar, avec, donc on produit, je crois, 600-800 heures par an de séries et films en malgache pour Madagascar. C'est la première chaîne, je crois, avec Novelas TV, ça doit être la première chaîne en audience sur notre base d'abonnés à Madagascar. Les coûts de production sont adaptés, on va dire, au pouvoir d'achat et aux coûts salariaux de Madagascar. Donc oui, on y arrive à le faire là, on arrive à le faire au Rwanda, on arrive à le faire au Mali, on arrive à le faire au Sénégal. Oui, je vous confirme que... maintenant, on monte en puissance sur des productions sur un marché domestique panafricain qui font qu'on peut faire des Shaka Zulu Willembe ou des Spinners. Et on a plusieurs projets dans les cartons qui arrivent à un niveau de budget et de production où on commence à exporter et à proposer ces produits à l'international et à avoir une distribution de ces séries et de ces films à l'international. Donc ça, c'est passionnant. Mais la réponse est oui. Et si on ne le faisait pas, là, pour le coup, je pense qu'on aurait un vrai sujet de stratégie et de différenciation face aux géants, notamment aux géants américains. La grande différenciation qu'on a, c'est quand même notre capacité à faire du contenu très puissant local. Mais vous devez arbitrer, j'imagine, sur l'ensemble de vos marchés. Tout n'est pas à la même échelle. Vous avez cité quelques exemples, Madagascar, Rwanda. Il y a des marchés où il y a beaucoup de concurrents. Et du coup, comment on fait pour compétir Vous avez raison. Prenons le premier marché de production probablement du continent, peut-être après l'Afrique du Sud, qui est le Nigeria. Nollywood, très connu, ça fait longtemps que c'est un écosystème complet. Il n'y a pas d'observatoire précis, mais je pense qu'on est un des premiers acteurs du Nollywood. MultiChoice avait 6 chaînes. Nous, via le groupe Rock Media, on en faisait 4, avec Nollywood et les chaînes rock. Donc ça veut dire que le groupe, aujourd'hui, on produit 100 chaînes dédiées au continent africain. On édite, 100 chaînes dédiées au continent africain. Il y en a une dizaine sur le Nigeria. Et là, on parle de plusieurs milliers d'heures de films et de séries en Igbo, en Yoruba, en Pidgin, en anglais, traduits ensuite en français. Et donc, on y arrive très bien. Et effectivement, c'est une activité qui est rentable dans le sens où elle sert les besoins de nos abonnés et les besoins de la plateforme. Justement, vous arrivez à savoir dans quelle mesure un public francophone peut regarder une série issue d'un monde anglophone et l'inverse? Oui, alors comme en matière d'édition, on a toujours d'abonnement et d'audience. On a toujours des surprises. On est probablement aussi un des premiers doubleurs de contenu au monde. Beaucoup de l'anglais vers le français, par exemple, pour le contenu Nollywood. Et après, la quasi-totalité de ce qu'on produit à Nollywood va alimenter 2 chaînes de télévision, Nollywood et Nollywood Epic, sur la partie Afrique francophone. On a des observatoires d'audience très précis. On a plusieurs milliers de boîtiers qui nous donnent les audiences à la minute et le succès, et plus l'usage sur les plateformes digitales. Donc on sait assez vite si ça a marché ou pas. Après, c'est pas un jeu parfait. Parfois, ça marche bien, parfois, ça marche pas. Qu'est-ce qui marche, par exemple, au Bénin ou en Côte d'Ivoire, voisin du Nigeria, comme produit anglophone? Qu'est-ce qui intéresse ces publics-là? Alors, ce qu'il y a, c'est beaucoup des séries. Ouais. C'est beaucoup des drames familiaux ou des drames plutôt épiques pour la partie Hollywood, ça n'a pas de frontières. Des villages. Les drames familiaux, ça peut concerner. Oui, mais avec. Alors, et là-dessus, j'ai une anecdote qui nourrit une ambition. J'ai commencé dans le conseil, j'ai participé à une mission de lancement d'une plateforme de télévision payante en 97-98 en Turquie. En Turquie, à l'époque, il n'y a pas d'opérateur de pay TV, il y a un opérateur national, peut-être 1 ou 2 chaînes privées, très peu de production locale. Cet opérateur de télévision payante a cartonné. Il a rapidement atteint 3 millions d'abonnés. Aujourd'hui, il fait partie du groupe BIN et a atteint rapidement 3 millions d'abonnés. Et pour ses propres besoins, il a commencé à commissionner du contenu en turc, des séries, des films, etc., à faire ses propres contenus, puisque c'est un grand marché, le marché de la Turquie. Et finalement, ces séries, ces films, d'un point de vue éditorial, traduits en arabe, ont eu une grande popularité sur le Moyen-Orient, Proche-Orient, etc. Puis sont arrivés en Afrique du Nord et maintenant sont sur la totalité du continent et maintenant dans le monde. C'est-à-dire que la Turquie est maintenant le 5e exportateur de contenu en valeur dans le monde.
un peu comme le Brésil avec les novelas, un petit peu moins la Corée. Donc c'est ça notre ambition. Nous, on pense que la taille qu'a atteint, puisque c'est Scale fait leur Scale, la taille qu'a atteint le groupe sur le continent africain va permettre d'avoir ce marché domestique qui a une taille suffisante pour augmenter son niveau de production et pour arriver à un point où le niveau de qualité va être équivalent à des contenus sur des grands marchés audiovisuels. Et que vous demandent les États? Est-ce que vous avez des demandes particulières au niveau des pays d'installation par rapport à ça, au contenu local, à l'emploi local de manière générale? Est-ce que vous avez des directives ou des demandes particulières? Est-ce que vous sentez un changement d'ailleurs sur ce point-là? Tous les États, et je pense que c'est une très bonne chose, tous les États ont envie que leur langue et leur culture soient renforcées. Dans tous les pays où on va, on nous demande effectivement de faire plus pour former les talents locaux, pour produire local, pour que la culture locale vraiment soit renforcée. Et je pense que la grande élément de différenciation du groupe Canal par rapport à d'autres plateformes, qui sont fantastiques, mais le groupe Canal, je pense que ça, on sait faire ça. On sait construire des plateformes audiovisuelles qui sont enracinées dans les langues et les cultures locales. Et ça tient de notre propre genèse. C'est-à-dire que Canal+ est né en France avec l'exception culturelle. Mais si vous allez en Pologne, on va vous dire non, ici, c'est pas pareil. Ici, c'est la Pologne, il faut faire des contenus en polonais pour les Polonais. Vous allez au Vietnam, en Birmanie, vous allez en Afrique, c'est toujours la même requête, en fait. Et on est très bon pour faire ça. Et on fait ça très bien. D'ailleurs, vous formez des professionnels de la télé. Vous avez une sorte d'académie ou d'université Canal+. On a une université mobile qui s'appelle Canal+ University. MultiChoice avait la même chose, qui s'appelle Talent Factory. Donc maintenant, on combine les deux. Mais la logique est-ce que est ça la donne même. des résultats? Vous avez des résultats, les résultats sont en énormes termes parce que d'emploi et de montée en compétences? Pour produire 10 000 heures de contenu, on le voit sur une simple émission ici, entre guillemets, d'une heure. Enfin, pour produire un film, c'est 200 personnes pendant 3 ou 4 mois sur un lieu de tournage. Et encore, je regrette, pendant 6 mois... on n'est pas 200 non mais vous voyez l'intensité que que ça nécessite. Donc en fait, la production audiovisuelle est assez consommatrice d'abord d'emplois et d'emplois très qualifiés. Et du coup, pour faire monter cet écosystème depuis 12 ans, il a fallu, et en s'appuyant aussi avec des partenaires locaux, on travaille avec les chaînes de télévision, on a un écosystème ouvert, on travaille avec les chaînes de télévision, on travaille avec d'autres plateformes, on a formé, oui, Grace saurait nous le dire, mais je pense qu'on est à plusieurs milliers de gens qui aujourd'hui ont été formés à tous les métiers de la production audiovisuelle en une dizaine d'années. Ouais. On va parler un petit peu pouvoir d'achat. Vous avez une croissance forte du nombre d'abonnés en Afrique, on en a largement parlé avant, mais donc la spécificité, c'est le pouvoir d'achat qui est parfois limité, surtout dans cette période-là actuellement tendue d'un point de vue géopolitique. Comment vous arrivez à tenir les rênes de votre modèle économique dans ce contexte-là? Je veux dire qu'on le fait d'autant plus que, par exemple, si on prend nos prix sur la partie Afrique francophone, ils n'ont pas bougé depuis juillet 2012. Ça fait 14 ans que Access vaut 5 000 francs, Évasion vaut 10 000 francs. C'était peut-être trop cher avant? Non, je plaisante. Alors, et à l'époque, on avait baissé nos prix. Non, mais si, vous avez raison. En 2012, le groupe avait quelques centaines de milliers d'abonnés. Mais au-delà de dire quelques centaines de milliers d'abonnés, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça veut dire que si on prenait les familles électrifiées du continent, on avait, je pense, environ une famille sur 30 qui était équipée Canal, avec une vision très élitiste. Notre plan, ça a été de casser ça et de rendre Canal accessible, en tout cas, à toutes les familles disposant d'un téléviseur et électrifié. C'est-à-dire la moitié des familles, par exemple, environ un peu plus de la moitié des familles maintenant sur le continent africain. Et donc, on a fait un énorme travail d'accessibilité. Et donc, ne pas toucher à nos prix participait de ce travail d'accessibilité. Mais est-ce que ça veut dire entre-temps, on a multiplié notre parc d'abonnés par plus de 20. Mais est-ce que ça veut dire que le revenu par utilisateur, le revenu moyen par utilisateur est plutôt en baisse? Bien sûr, mais tant que le revenu global est en hausse, oui, mais après, on est en émission d'économie, tant que l'élasticité est supérieure à zéro, exactement. C'est l'effet d'échelle qui... Exactement, et on a connu ça dans toutes les industries, dans l'automobile, dans les télécoms, enfin, c'est quand même un très grand classique. Et donc, c'est exactement l'effet auquel on croit. Malgré l'inflation, malgré le piratage dont vous avez parlé tout à l'heure, qui doivent quand même vous prendre des parts de marché. Oui, donc on en a maîtrisé certaines générations de pirates, et donc les unes après les autres, on les a contrôlées. Et là, il y a une nouvelle génération qui vient avec les réseaux télécoms à haut débit et qu'il faut qu'on arrive à contrôler.
en Afrique avec le smartphone et puis la population extrêmement jeune et des usages qui évoluent avec. Vous diriez que vous êtes en train de courir après ces usages ou que vous les avez déjà anticipés ou que vous avez déjà un œil sur le futur? La télévision, on a démarré avec une chaîne de télévision avec une antenne hertzienne, vous vous rappelez, sur lequel on mettait un peu de tout, puis ensuite on est passé à des bouquets, puis maintenant on fait des bouquets avec des plateformes, puis demain on va mettre des plateformes. Notre métier, c'est occuper le temps libre. Je pense que c'est fondamental. La raison d'être d'un opérateur audiovisuel, d'un opérateur de divertissement comme le nôtre, c'est finalement l'occupation du temps. La bonne nouvelle, le temps libre est une valeur en croissance. On a plus sur l'humanité, enfin sur la totalité de l'humanité en moyenne, on a de plus en plus, on vit plus longtemps et on a de plus en plus de temps à occuper. Donc notre sujet, c'est comment à tout instant on est la meilleure solution entre guillemets pour un téléspectateur, pour un consommateur d'occuper son temps. Et donc vous avez raison, s'il faut occuper 15 minutes et que l'écran, c'est un écran de smartphone, il faut qu'on amène des plateformes qui soient adaptées à cet usage-là et qui soient plus performantes qu'un TikTok ou un Instagram ou un Facebook. Oui, parce que les jeunes se switchent beaucoup, enfin passent d'un programme à un autre, et puis ils sont aussi attirés par des nouveaux contenus, les YouTubers qui sont aussi des concurrents pour vous. Ils produisent des contenus qui sont très, très regardés. Alors, absolument, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que moi, j'ai tendance à mesurer en fait, notre part de marché sur ce qu'on appelle le viewing time en anglais, donc vraiment sur le temps sur écran versus d'autres plateformes. Et aujourd'hui, à cette aune-là, il y a une multiplicité de solutions, et notamment parce qu'il y a une multiplicité d'écrans qui sont disponibles, des téléphones portables, des smart TV, des iPads en déplacement, etc. Mais je dirais, c'est notre métier. À nous, à nous de nous adapter. Mais on le fait très bien. Le programme d'un YouTuber, ça met, c'est pas très cher à produire finalement. Ils sont dans une pièce, ils parlent, il y a 2-3 personnes. Enfin voilà, en termes de coût de production, c'est pas la même chose que vous. Oui. Et après, en tant que téléspectateur, à un moment, vous aurez peut-être envie de regarder des programmes simples produits par la communauté sur YouTube, mais à un moment, vous êtes quand même très content de regarder un film, de regarder du football, de regarder The Voice qui arrive bientôt sur nos antennes, de regarder des grandes émissions, de regarder les informations, de regarder France 24, de regarder... Enfin, oui, donc heureusement... encore une fois, le temps se distribue, le temps de divertissement se distribue sur un certain nombre de produits audiovisuels, et on est très très fort sur certains, moins fort sur d'autres. Notre course, c'est d'arriver à être très bon. David Mignot, le sommet Afrique-France en 2026, qui s'appelle d'ailleurs Africa Forward, puisque ça se passe dans un pays anglophone, le Kenya, ça se passe à Nairobi. La France... visiblement cherche à redéfinir sa relation avec le continent, un peu moins basée sur la politique, sur le passé colonial, mais plus économique, plus vers l'investissement, plus vers les partenariats industriels, vers les contenus. Vous vous inscrivez dans cette démarche? Alors nous, on est totalement un opérateur économique. Je rappelle qu'on n'a ni chaîne d'information, ni current affaires sur le continent. D'ailleurs, dans aucun autre pays que la France. Hein. Donc d'abord, on est totalement une démarche économique. Quand on a préparé et dû convaincre les régulateurs dans les pays, notamment de la zone de multi-choice, donc anglophone, lusophone, on a rencontré, bien naturellement, on a été se présenter, ne serait-ce que par courtoisie, par respect, on a été se présenter, défendre notre projet auprès de la quasi-totalité des régulateurs et des autorités des pays. Donc moi, j'ai vraiment sillonné le continent. J'ai été très agréablement, je dirais pas surpris, mais aussi surpris par l'accueil très positif, très équilibré qu'on a reçu des autorités dans la totalité des pays. La France, et j'ai découvert par la même occasion que notre pays, économiquement parlant, est un des premiers investisseurs, voire souvent le premier investisseur direct étranger dans tout un tas de pays, en Angola, en Ouganda, en Afrique du Sud en 2025, et qui avait un accueil très favorable, et qui a un accueil qui était équilibré, qui n'est pas empreint, on va dire, du poids du passé colonial entre la France et l'Afrique. Donc l'accueil a été très bon, très équilibré, très dans un partenariat économique. Et ça nous va très bien.
le sommet Africa Forward au Kenya, donc dans un pays anglophone, qui montre que la France veut sortir de son précaré historique. Et si on fait le parallèle, Canal+, qui est lui aussi en train de faire ce basculement avec la reprise de son concurrent leader anglophone de la télé payante, est-ce que ce parallèle finalement montre pas une évolution aussi, ce vers quoi la France va et donc ses ambassadeurs économiques vont également? Si c'est le cas, c'est bien. C'est pas corrélé. Hein. Il se trouve que ça se passe à peu près au même moment avec les ambitions. Moi, je trouve qu'elles sont bonnes, personnellement. On a travaillé aussi dans tout un tas de zones où il n'y avait pas, encore une fois, de précaré, de solutions. Et nous, encore une fois, on travaille dans tout un tas de pays, en Asie, en Europe, où il n'y a pas de précaré. Hein. Donc moi, je trouve ça très bien. Je trouve que c'est une bonne évolution. Et après, ça opère aussi, de notre point de vue, ce qu'on a pu ressentir, un rééquilibrage. Souvent, on me pose la question de quelle est la situation de Canal dans la zone de l'AES, au Sahel, compte tenu des tensions géopolitiques, etc. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'on a maintenant plus d'abonnés dans la zone de l'AES qu'on en avait avant la création de l'AES. Mais on constate parce qu'on est partenaire de tous les opérateurs audiovisuels et parce que nos équipes sont locales, parce que notre produit est localisé, parce qu'on produit en Bambara, en Peul, en Wolof. Mais il y a d'autres entreprises françaises ou européennes qui elles, décident de quitter le continent. On l'observe aussi. C'est leur choix. Donc Canal+, c'est, on va pas dire un cas isolé, mais enfin, en tout cas, va pas dans ce sens-là. Un des derniers Mohicans. Nous, un nos piliers, ça date même... Canal a été longtemps une filiale à 100% du groupe Vivendi. En 2015, le groupe Vivendi a fixé 4 piliers stratégiques pour sa décade suivante. Et un des 4 piliers était Afrique, terre de croissance. Et mon mandat, ce qui est un mandat formidable pour un directeur général, c'était de développer Canal et d'aider tous les autres métiers du groupe Vivendi à venir sur le continent africain. Donc la musique avec Universal, il y a une trajectoire extraordinaire qui a été faite, la production, la régie publicitaire, la communication, l'édition. Et donc c'est ce qu'on a fait. Donc c'est très ancré dans notre ADN et dans le groupe. Voilà. Afrique, terre de croissance. C'est très puissant à l'intérieur du groupe Canal+. Il y a une question de perception aussi. Au fond, comment vous êtes perçu? Vous disiez, on produit en Bambara, etc. Mais la définition in fine, est-ce que vous êtes perçu comme un acteur africain, un acteur français, un acteur étranger? Comment vous définiriez cette perception? Aujourd'hui, sur le bilan de perception, on est perçu d'abord comme un groupe international, né en France, mais profondément, en tout cas en Afrique, profondément africain. Pourquoi? D'abord parce qu'on a une présence totale. On a 35 000 points de vente. 35 000 points de vente, ça veut dire que vous avez 100 000 individus. Aujourd'hui, on parle, il y a 100 000 personnes dans les centres d'appel, dans les réseaux de distribution, dans les installations. C'est encore de la distribution physique, hein, c'est pas sur Internet. Il y a quand même 100 000 ambassadeurs de la marque Canal sur le continent africain. Encore une fois, on est présent sur la totalité des pays. Et quand je dis on est présent sur les pays, on est présent sur 100% de la géographie des pays, puisque, de par la nature de la diffusion satellitaire, on couvre 100% des pays. On ne couvre pas que les zones urbaines, etc. On suit les lignes électriques et les panneaux solaires. Donc, troisièmement, lorsque vous zappez sur le bouquet Canal, on a près de 400 chaînes de télévision en zone francophone. Il y a 250 chaînes africaines, dont un peu moins d'une cinquantaine qu'on édite nous, mais plus de 200 qui sont les chaînes de tous ces opérateurs médias publics et privés qu'il y a dans la totalité des pays. Donc, du point de vue de la perception d'un consommateur ou d'une famille, avec le décodeur Canal, il est utilisé 10 heures par jour par au moins une personne d'un foyer. Les foyers sont en moyenne 7 personnes. Donc, on fait littéralement partie de la vie quotidienne. Et donc, cette perception et cette impression, parce que la perception vient de l'impression, elle est majoritairement locale et elle est très majoritairement africaine. Donc, on a réussi à dépasser ça. De ce côté, on est un opérateur de l'extérieur qui vient dans le pays. C'est plus du tout le cas. Tout comme le sont, selon vous, les Indiens, les Chinois ou les Américains qui, eux aussi, diffusent leur contenu sur le continent. Voilà, il y a des questions de soft power, peut-être, mais enfin, en tout cas, il y a surtout des questions économiques. Vous avez vu aussi monter cette diversification des contenus. Il y a une question culturelle. C'est-à-dire que les Américains ont cette
cette force depuis 100 ans, hein, depuis les majors, et de produire des contenus qui plaisent donc, globalement au monde entier ou quasiment au monde entier. Donc ça, c'est la puissance de l'usine à production avec un marché domestique très, très important aux États-Unis, hein, parce que ça part de là. Encore une fois, ça part de la puissance d'un marché domestique. Mais c'est vrai que le monde entier est amateur de grands blockbusters américains, de contenus américains. Et donc, d'ailleurs, qu'on est ravis de diffuser sur notre plateforme. Ce qui est rassurant en même temps, c'est que dans tous les pays, et c'est une constante mondiale, dans tous les pays, les géographies, quasiment la moitié du temps qu'on passe devant des écrans de télévision est passé devant des contenus locaux. Et c'est quasiment une constante. Et c'est rassurant. Et donc, nous, on est quand même très, très fort là-dessus. On n'est pas tout seul, parce qu'il y a de plus en plus d'opérateurs nationaux. Mais on a quand même une longueur d'avance, notamment sur les plateformes américaines. J'ai pas d'exemple d'opérateurs, à part sur les chaînes, on va dire, il y a les groupes Z, par exemple, dont on est un des premiers diffuseurs qui a ses contenus traduits et qu'on diffuse sur le continent africain. Mais vraiment, nous, on est agrégateur de ces influences. On diffuse du contenu brésilien, on diffuse du contenu turc. Mais d'abord, le cœur d'offre, il est sur des contenus africains. Les blockbusters américains et le sport américain. Alors vous, votre pilier, hein, c'est le football, le soccer. Est-ce que c'est toujours le moteur de votre croissance ou l'un des moteurs importants de la croissance de Canal+ en Afrique? Oui, alors ça l'est parce que c'est encore une fois l'amateur de sport en Afrique est quand même majoritairement encore amateur de football et de quelques championnats, et essentiellement de football européen, hein, si on résume. La Ligue des Champions, c'est évidemment majeur. Bien sûr. Après, il y a un début de diversification. On a beaucoup travaillé avec les gens de la NBA pour faire monter en puissance la Basket Africa League, qui devient un vrai produit audiovisuel important. On est dans le MMA, donc on est très promoteur de la PFL et les championnats de MMA. Et on va détailler tout ça, mais je voudrais d'abord qu'on reste sur le football. Restons sur le football. Avec des droits sportifs qui sont devenus, certains disent, exorbitants. Est-ce que c'est encore rentable d'investir dans les droits de diffusion du football? On a eu la CAN 2025, on a les compétitions internationales comme la Ligue des Champions, et puis on a par exemple la Coupe du Monde de football aux États-Unis, au Canada et au Mexique, qui sera diffusée pour Supersport, qui est donc une filiale de MultiChoice, qui sera diffusée dans les pays anglophones et lusophones du continent. Absolument. Et donc, c'est rentable. Alors, c'est un bon exemple. Donc là, c'est un point rentable. Après, pour dire un élément clé, on ne diffusera pas la Coupe du Monde sur les antennes de Canal+, probablement cette année, comme la dernière Coupe du Monde, parce que justement, en matière d'équilibre économique sur le sport, il faut savoir acheter du sport, il faut savoir s'arrêter d'acheter du sport. En fait, il faut savoir quelle est la valeur qu'on peut mettre face à un produit. Sinon, c'est un actif qui peut être toxique. Enfin, il y a tout un tas d'opérateurs qui ont payé cher leur surinvestissement dans des droits en pensant qu'un droit fait le marché. Je le redis, une famille, nos abonnés, c'est des familles. Une famille, c'est 7 personnes. Sur les 7 personnes en moyenne, hein, au foyer, il y a 1,5 amateurs de football en réalité. Donc c'est important le football, mais c'est une composante parmi plein d'autres composantes. Vous pensez que New World TV, en achetant les droits pour le monde francophone, se brûle les ailes? Alors, moi, je respecte mes concurrents. Il faut être dans l'humilité en matière de concurrence. J'ai longtemps été concurrent du groupe Canal, et d'ailleurs, donc il faut être dans l'humilité. Je respecte le plan d'affaires que je ne connais pas, mais je le respecte par défaut, de qui que ce soit, de StarTime, de New World TV, de Azam, de Zap. On a plein de concurrents. Cet opérateur a estimé que les montants qu'ils ont pariés sur la Coupe du Monde étaient légitimes par rapport à leur business model. En tout cas, nous, les montants en question ne l'étaient pas pour notre business model. Mais je respecte leur business model. Les droits sportifs, c'est aussi, c'est aussi une assurance, un argument anti-désabonnement. Même si vous disiez, dans un foyer de 7 personnes, c'est 1,5 personnes qui sont intéressées par le sport qui aura été acheté, dont les droits auraient été achetés, quelque part, en disant « j'ai telle compétition dans mon catalogue », vous êtes sûr de garder votre noyau de 1,5 et plus dans votre portefeuille. Alors d'abord, on est le premier diffuseur aujourd'hui de sport, et avec Supersport, de très très loin du continent. On est le premier diffuseur de football. Il n'y a aucun opérateur n'arrive au niveau de Canal+ en Afrique en matière d'offres de sport et en affaire d'offres de football aujourd'hui. Mais c'est votre assurance, du coup. Alors oui, mais c'est pas... Moi, j'ai
toujours considérer que si on dépend d'un droit ou de très peu de droits, on est en danger économique. Donc, aujourd'hui, la première chaîne en audience du continent africain, en tout cas sur la base d'abonnés Canal, c'est Novelas TV. Ensuite, ça va être Canal Plus Pop, ça va être A+, ça va être... on produit de plus en plus pour la jeunesse, on produit des documentaires. Donc, si on parle des 7 personnes au foyer, dans cette industrie-là, il ne faut pas dépendre d'un droit ou d'une qualité de droit particulière. Ça, c'est une grande leçon de cette industrie. Si vous faites ça, à un moment ou à un autre, vous ne travaillez plus pour vous travaillez pour un ayant droit, et donc pour, en l'occurrence, des joueurs de football. J'aime beaucoup les joueurs de football, mais je n'ai pas envie que de travailler pour des joueurs de football. Donc, il faut la stratégie en matière de contenu, c'est d'agréger tout un tas de contenus, et c'est l'agrégation qui fait la puissance du produit. C'est pas un produit unique à l'intérieur du portefeuille de produits. Ça, c'est très important. Vous aimez bien aussi les basketteurs. Hein, ouais. Il y a de l'actualité d'ailleurs. Il y a les finales NBA aux États-Unis et puis la Ligue africaine de basket. Là, il y a un vrai marché selon vous, et c'est peut-être plus rentable. Enfin, en tout cas, vous allez nous le dire par rapport au football. Les droits sont quand même moins importants que dans le foot. Oui, alors c'est un et vu le nombre de stars africaines du basket, il y a un potentiel. Alors, absolument. Alors, je dis souvent que la matière première dans notre industrie, c'est le talent. Là, en l'occurrence, je pense que un des objectifs principaux, au début en tout cas, de la NBA en créant une compétition en Afrique, c'est de réunir les meilleurs joueurs et les meilleurs talents du basket africain et de se dire que parmi l'ensemble de ces talents, il y a probablement un certain nombre qui pourraient aller jouer en NBA aux États-Unis, ce qui est formidable. Et c'est ce qui se passe. Donc en fait, c'est un formidable, outre que c'est une très belle compétition qui monte en puissance et qu'on soutient depuis le premier jour. Par ailleurs, c'est quand même une compétition qui permet de repérer des talents qui, on peut l'espérer, vivront une fantastique carrière sur les parquets américains, hein, et notamment sur la NBA. En tout cas, on est ravis d'avoir, depuis le début, ça fait quand même bientôt une dizaine d'années, hein, qu'on fait grandir la Basket Africa League en partenariat avec la NBA. On est ravis de faire ça, et on commence à le faire dans d'autres sports également. Ouais. Et on voit que le championnat de France est capable lui aussi de produire des immenses talents comme Victor Wembanyama. Il y a aussi des sports de combat qui sont très populaires sur le continent africain. Comment vous choisissez les compétitions que vous avez envie de diffuser? Comment vous évaluez cette popularité aussi? D'abord, souvent, c'est empirique. Nous, on est dans les médias, on fait un pari sur un combat, sur le combat royal, par exemple, au Sénégal, qui a été un pari gagnant. C'est assez spectaculaire, mais qui est très localisé. Et puis après, pareil, j'étais à Pretoria il y a quelques semaines pour la PFL, où il y avait les demi-finales de la PFL. Les audiences sont bonnes, donc voilà, on parie sur des produits audiovisuels, on les fait grandir, on les promeut, on regarde la mesure que ça fait. Si ça marche, on investit plus, on grandit. En fait, c'est un phénomène, c'est un mécanisme itératif. Hein. On construit des produits audiovisuels. En fait. Les leviers dans ce sport business, cette industrie à laquelle tout le monde veut croire, notamment en Afrique, il y a d'autres sports, là on en a évoqué quelques-uns, mais ça c'est une question très importante, parce qu'il y a le droit, mais il y a l'édition du droit. Et notamment dans des géographies où on a perdu, à un moment de notre histoire, pas en Afrique, mais on a perdu beaucoup de droits, le groupe Canal a été très fort pour événementialiser, produire la MotoGP en France, la Formule 1, comme personne ne l'avait fait avant. Même la D1 en France, à des moments où vraiment on avait perdu beaucoup de droits. Et en fait, ça reste un spectacle télévisuel, c'est-à-dire ça reste une expérience de divertissement, au-delà du droit, du match, de l'intérêt d'un match, etc. Il y a l'expérience de divertissement, l'expérience audiovisuelle. Et là-dessus, j'ai pas peur de dire que Canal+ est vraiment dans le top mondial pour arriver à faire de n'importe quel événement sportif, même sur le papier, à la limite relativement modeste, arriver à en faire une vraie expérience de divertissement. Vous aimeriez que l'escalade, peut-être votre passion, devienne un sport majeur? On n'en est pas encore. Ça monte. Un grand merci, David Mignot, d'avoir été notre grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Merci à tous les deux, merci.
Merci Aurélie Mbida. Votre article est à lire sur jeuneafrique.com. L'Africa CEO Forum organisé par le groupe Jeune Afrique les 14 et 15 mai à Kigali, au Rwanda. Merci à toutes et à tous de nous suivre. Merci à nos équipes de réalisation Lorraine Nemosa et Yann Bourdelas. Bonne journée à toutes et à tous.